Et bienvenue pour ce numéro de rentrée de Relevé de compteur, aujourd'hui consacré aux mythes et légendes de Bornéo. Située en Asie du Sud-Est, Bornéo est la 4e plus grande île du monde avec une superficie de 743 330 km². L'île est répartie entre 3 pays, l'Indonésie au sud, les 3/4 de l'île, la Malaisie au nord et le Brunei qui occupe un tout petit territoire de bord de mer dans les terres de Malaisie. L'île compte de nombreux peuples et près de 200 langues qui évoluent très rapidement. Il n'est pas rare que les jeunes ne comprennent pas mot à mot leurs grands-parents. Toutes les grandes religions s'y côtoient, ainsi que l'animisme, c'est-à-dire la croyance qu'un esprit, une force vitale, anime tous les êtres vivants, ainsi que les pierres, le vent et les objets. Fort de cette diversité culturelle, Bornéo est une île riche en mythes et légendes que je vous propose de découvrir. Commençons chez les Ngajus, 1000 excuses pour mon accent indonésien un peu rouillé, qui vivent dans la région sud, donc indonésienne de Bornéo. Pour eux, au commencement, le monde tenait dans la mâchoire du serpent marin, et les nuages noirs étaient mêlés au blanc. 2 montagnes dominaient le monde, l'éblouissante montagne d'or, incarnation du monde supérieur, et l'éblouissante montagne du diamant, incarnation du monde inférieur. Il est venu un jour où ces 2 montagnes se sont entrechoquées, et les nuages sont apparus dans un éclair de lumière. Elles se sont à nouveau entrechoquées, et le ciel s'est formé. Encore et encore les montagnes sont entrées en collision, donnant naissance au soleil, à la lune, à la terre, ces montagnes, ces rivières et ces créatures fabuleuses. La dernière collision a engendré une somptueuse couronne en or, ornée d'un magnifique joyau. Mahatal Langrit, le dieu tout-puissant, a transformé cette couronne en un arbre de vie qu'il a dressé pour unir les mondes inférieurs, supérieurs, et la terre, située au milieu. L'arbre de vie était encore plus éblouissant que la couronne dont il était issu. Il avait des feuilles d'or et des fruits qui étincelaient comme des diamants. La sœur épouse de Mahatal, Putir Selong, possédait un calao femelle, un oiseau avec un gigantesque bec crochu et coiffé d'une espèce de casquette osseuse. Putir gardait son calao dans une cage en or et le nourrissait de feuilles de bétel qu'elle mâchait et recrachait. Mais l'oiseau s'est vite lassé de ce régime et il s'est échappé de sa cage pour aller trouver refuge dans l'arbre de vie. Et là, il s'est gavé des merveilleux fruits de l'arbre de vie. En voyant cela, Mahatal a lâché son calao mâle, et ce calao mâle s'est dirigé vers l'arbre. Et là, le calao s'est nourri de la mousse qui poussait sur le tronc de l'arbre, mais il n'a pas trouvé ça vraiment très bon. Il s'est alors tourné vers les merveilleux fruits, et c'est là qu'il a vu le calao femelle. Ni une ni deux, le mâle a foncé sur la femelle, et un violent combat a débuté. Un combat si violent que la femelle a réduit le tronc de l'arbre de vie en miettes, miettes qui se sont transformées en autant de femmes. Le mâle, lui, sous les coups, a vomi toute la mousse qu'il avait ingurgitée. Et c'est ainsi que sont nés les hommes. Voilà comment les humains sont venus au monde. Mais l'arbre de vie ayant été détruit, il ne leur est plus possible, il ne leur a même jamais été possible d'aller dans les mondes supérieurs et inférieurs. Et les humains doivent se contenter de la terre. Dans les mythes de Bornéo, on retrouve assez fréquemment des oiseaux qui vont jouer un rôle privilégié dans les mythes de création. En voici 2 autres à l'œuvre. On va aller chez les Iban de Bornéo, qui vivent eux aussi dans la partie indonésienne de l'île. Pour les Iban, le monde doit son existence à 2 esprits incarnés dans des oiseaux, Ara et Erik. Chacun des 2 esprits vivait à une extrémité d'une vaste étendue d'eau. Un jour, chacun des 2 esprits a plongé dans les profondeurs de cette eau, et chacun en a remonté un œuf. Avec le sien, Ara a formé le ciel. Erik, quant à lui, a façonné le sien pour en faire la terre. Ils ont mis le ciel au-dessus de la terre, mais il s'est avéré que le ciel était trop petit pour la recouvrir entièrement. Alors Ara et Erik se sont postés à chaque extrémité de la terre, et ils ont poussé de toute leur force. Ils ont poussé encore et encore et encore. Ils ont poussé jusqu'à ce que la terre cède et se casse et se comprime. Et lorsqu'elle a été suffisamment petite pour tenir sous le ciel, ils ont contemplé leur œuvre.
La terre était pleine de bosses et de creux. Il y avait les montagnes et les vallées. Et partout, dans les anfractuosités de la roche, l'eau s'était infiltrée. C'étaient les rivières. Satisfaits de leur monde, Ara et Eric ont créé les tout premiers humains. Pour cela, ils ont pris de la terre et ils lui ont insufflé la vie grâce à leurs cris. Et chacun est reparti, laissant les humains vaquer à leurs occupations sur cette petite boule pleine de bosses et de creux. C'était donc le mythe de création des Ibanes. Les Ibanes, eux, étaient des chasseurs de têtes, c'est-à-dire que les hommes partaient régulièrement faire une moisson de têtes humaines qu'ils utilisaient ensuite pour les rituels. Ces moissons un peu particulières n'avaient à la base pas de visée guerrière, mais des visées sacrificielles qui permettaient d'assurer la fertilité du sol, de l'eau et des hommes qu'avaient créés Ara et Eric. Et je vous propose d'écouter une musique traditionnelle des chasseurs de têtes Ibanes.
Après cette musique traditionnelle des chasseurs de Tatiban, nous allons quitter les régions indonésiennes de Bornéo pour explorer les régions malaises. C'est de ces régions que proviennent les contes et légendes de Bornéo, que vous pourrez trouver dans la collection Aux origines du monde, éditée par Flies France. Je vais donc exceptionnellement vous lire un conte sur la création du monde, un mythe Kadazan, un peuple sédentaire vivant au Sabah, région située à l'extrême nord-est de l'île. Au commencement, Kinoringan et sa femme Yumun vivaient seuls dans le ciel. Mais un jour, Kinoringan dit à Yumun : « Nous serions mieux ici si nous pouvions nous divertir en regardant des gens vivre en dessous de nous. » Et, s'emparant de son bouclier et d'un plat à rirons appelé Nihiru, il décida de créer la terre. Il mit le bouclier à l'envers et le Nihiru par-dessus, puis les fit descendre dans les profondeurs sous lui. Le bouclier devient la terre, et le Nihiru, placé au-dessus, devint le ciel. Cette terre n'est pas assez lourde, déclarèrent ensemble Kinoringan et Yumun. D'un commun accord, ils posèrent dessus un énorme caillou, qu'ils appelèrent le mont Kinabalu. C'est là que, dorénavant, Kinoringan jugerait les humains quand ils mourraient. Cependant, la terre n'était toujours pas assez lourde au gré du dieu et de son épouse. Alors ils dispersèrent un grand nombre de cailloux qui devinrent les îles Mantanani. Puis ils creusèrent de leurs mains un large trou qu'ils remplirent d'eau et qui devint la mer. Ceci fait, ils se promenèrent sur cette terre nouvelle et molle, dans laquelle leurs pieds lourds laissèrent des empreintes, qui formèrent les collines et les vallées. Quand la terre leur parut terminée, ils purent enfin y mettre des hommes. Pour commencer, ils taillèrent un homme et une femme dans un rocher. Mais ces êtres de pierre ne pouvaient ni parler ni marcher, et Kinoringan et Yumun les abandonnèrent. Alors le couple divin sculpta du bois pour faire l'homme et la femme. Si cela pouvait parler, ils restaient en revanche incapables de se déplacer. Aussi furent-ils brûlés, et leurs cendres devinrent des déserts. Pour finir, Kinoringan et Yumun créèrent l'homme et la femme à l'aide d'un nid de fourmis. L'homme et la femme pouvaient enfin parler et marcher, et c'est ainsi que prit naissance la race humaine. Aujourd'hui, Kinoringan est le roi des esprits. On dit que chaque fois qu'un enfant naît, il prend un morceau de corde sur lequel il fait un certain nombre de nœuds. Cette corde, c'est l'histoire de la vie du nouveau-né. Le nombre de nœuds correspond au nombre d'années qu'il passera sur Terre. Chaque année, Kinoringan défait un nœud de la corde. Lorsqu'elle est redevenue lisse, la mort survient. Il arrive que le dieu s'endorme alors qu'il est en train de faire un nœud. Quand il se réveille, ne sachant plus où il en était, il prend une nouvelle corde et recommence. C'est pourquoi certains hommes bénéficient d'une vie plus longue que d'autres. Et si Kinoringan s'endort alors qu'il s'apprête à faire le premier nœud, le bébé mourra avant d'avoir un an. On dit que lorsqu'un homme meurt, son esprit se rend au sommet du mont Kinabalu. Sur sa route, il doit traverser la rivière Tempasuk et passer devant la maison de la vieille Oduk Nagatob, fille de Kinoringan et Yumun. À ce moment-là, la vieille femme vérifie si le dernier nœud de la corde de l'homme a bien été défait. Si tel n'est pas le cas, Oduk Nagatob renvoie l'esprit chez lui. C'est pour ça que l'on dit que le démon revient à la maison certains jours. Mais si le nœud de la corde de vie a bien été dénoué, alors l'esprit du défunt escalade les flancs du mont Kinabalu. Le voyage demande normalement 7 jours à un esprit. Après le 7e jour, il retournera à nouveau sur la terre, avec une nouvelle corde, préparée par Kinoringan. Une fois le monde créé et les humains arrivés sur le monde, il a bien fallu que les humains arrivent dans la région du Sabah. Je vais donc vous lire un deuxième mythe qui explique d'où viennent les habitants du Sabah, et donc le peuple Kadazan. Il y avait autrefois, en Chine, un pauvre homme qui avait 2 enfants, un garçon nommé Luxun et une fillette du nom de Humo. Sa femme, hélas, était morte quelque temps auparavant. Il devait travailler très dur chaque jour pour assurer leur subsistance, et il décida d'épouser une autre femme, afin qu'elle veille sur ses 2 enfants. Mais sa nouvelle femme était une marâtre égoïste et cruelle.
Chaque jour, quand le père était parti, la belle-mère chassait les deux enfants hors de la maison. Elle les frappait et leur interdisait de revenir tant que leur père était absent. Pour les nourrir, elle se contentait de leur jeter quelques boulettes de riz que très souvent les chiens attrapaient et mangeaient les premiers. Les enfants affamés ne cessaient de pleurer. Un jour que leur père rentrait de bonne heure, il surprit Luxun et Humo en train de se quereller avec les chiens. Il crut qu'ils gaspillaient la nourriture si chèrement gagnée, et la belle-mère lui assura qu'ils agissaient toujours de la sorte, sans jamais lui obéir. Fou de rage, le père s'empara d'un bâton dont il battit les deux enfants, sourds à leurs suppliques. Pour échapper à la colère de leur père et à la cruauté de leur belle-mère, Luxun et Humo s'enfuirent aussi loin qu'ils le purent. Ils marchèrent sans faiblir, jour après jour, sans jamais s'arrêter dans aucun village, car ils savaient que personne ne les aiderait. Ils marchèrent ainsi jusqu'à l'endroit où la terre finit, et arrivèrent au bord de la mer. Là, ils découvrirent une jonque vide, et s'en emparèrent afin de poursuivre leur voyage loin de leur méchante famille. L'embarcation les emmena jusque sur les plages du Sabah, au nord de l'île de Bornéo, où elle s'échoua. Les deux enfants marchèrent sans relâche à travers la jungle profonde, se nourrissant de baies et de racines. Un jour, ils aperçurent au loin le sommet d'une haute montagne cachée dans les nuages, et décidèrent de s'y diriger. Ils espéraient pouvoir l'escalader afin de repérer la région. Comme ils avaient commencé l'ascension, une déchirure se produisit soudain dans les nuages qui leur avaient jusqu'alors masqué le sommet de la montagne. Ébahis, les deux enfants aperçurent alors un immense dragon, gardien jaloux d'un énorme diamant qui étincelait au soleil. Luxun devina que ce diamant avait une grande valeur. Il désirait s'en emparer, mais ne savait comment s'y prendre avec ce dragon qui jetait un flot de flammes et de fumée. Il réfléchit à un plan, mais il ne pouvait le mettre à exécution seul avec sa sœur. Alors d'un commun accord, ils décidèrent de retourner du pays d'où ils venaient, la Chine, où ils se firent passer pour des natifs du Sabah. Quelque temps plus tard, Luxun se maria. Sa jeune épouse avait un frère qui devint bientôt le mari de Humo. Lorsque les époux chinois furent instruits du secret du diamant géant, ils se mirent en route tous les quatre pour le Sabah. Ils grimpèrent sur le mont si élevé qu'il touchait les nuages. Par chance, en arrivant au sommet, ils trouvèrent le dragon endormi. Le mari de Humo s'empara de l'énorme diamant et se mit à dévaler les flancs de la montagne aussi vite qu'il le put, suivi des trois autres. Quand ils atteignirent la mer, ils montèrent prestement dans la jonque et s'apprêtaient à lever l'ancre quand soudain le dragon se réveilla et, découvrant ce qui était arrivé, leur donna la chasse. Face à ses compagnons terrorisés, Luxun garda son sang-froid et dévoila son plan. Tandis que les femmes manœuvraient la jonque, les hommes chauffèrent à blanc des balles d'acier que Luxun avait rapportées de Chine. Quand elles se mirent à rougeoyer, Luxun et le mari de Humo les lancèrent dans la gueule écumante du dragon qui ne résista pas longtemps. Sains et saufs, les quatre jeunes gens mirent le cap sur la Chine, où ils arrivèrent sans encombre. Là, le mari de Humo dit à Luxun qu'il lui donnerait sa part du diamant un jour ou l'autre. Luxun, qui souhaitait s'installer au Sabah avec son épouse, reprit la mer avec elle. Ils s'installèrent au pied d'un arbre qui poussait sur la rive de la rivière Kadamayan, au pied de ce mont si haut qui dominait toute la région. Ils finirent d'ailleurs par appeler cet endroit Nunuk Ragang, à cause de l'arbre qui s'y trouvait. Les générations passant et les descendants de Luxun étant devenus très nombreux, ils se dispersèrent à travers tout le Sabah. Dès lors, quand par hasard ils se rencontraient, ils ne se reconnaissaient plus. Ils avaient oublié leurs origines communes. Et pour le diamant, me direz-vous ? A priori, Luxun n'a jamais eu sa part du butin. Mais ça n'a pas empêché les habitants du Sabah, des Kadazan, de mener une belle vie. Et c'était donc deux mythes de la création du peuple Kadazan qui vit en région du Sabah, extrait du livre Contes et légendes de Bornéo, aux éditions Fleiss France, collection Aux origines du monde. Je vous propose désormais d'écouter une musique Kelabite, et juste après je vous parlerai donc des Kelabites.
Les contes et légendes de Bornéo ont été collectés dans les années 70 par l'exploratrice française Maddy Villard, qui a vécu 5 ans à Bornéo au sein d'un village qu'elle habite, et été adoptée par les chefs de ce village. Les contes de ce recueil sont riches de connaissances sur la culture et le mode de vie des peuples de Bornéo. Notamment, le conte étiologique relatif à la création de la Lune met en avant le mode de vie matrilinéaire. C'est-à-dire que l'héritage à Bornéo se fait de mère en fille, qu'il s'agisse du nom, des propriétés ou des titres. C'est la jeune femme qui déclare sa femme à l'élu de son cœur, lequel devra apporter sa dot lorsqu'il emménagera avec son épouse. Emménager avec son épouse peut consister en un simple changement de pièce dans la maison commune dans laquelle vivent les familles du village. On y apprend aussi, dans ce mythe, que le nom de l'enfant est choisi environ 1 mois après sa naissance dans un pool d'environ 50 noms. En fait, ce nom n'a pas de signification. Il n'est conservé que jusqu'à l'adolescence. À l'adolescence, tous les habitants de la longue maison se réunissent pour trouver un nom personnel à l'adolescent, un nom qui soit en cohérence avec sa personnalité. Le Kélabite va alors conserver ce nom jusqu'à une nouvelle étape de sa vie, jusqu'à la naissance d'un premier enfant ou le décès de ses parents, etc. À Bornéo, les Kélabites changent souvent de prénom. Les contes et légendes de Bornéo sont donc une mine de connaissances et d'informations quant à la vie à Bornéo, et je vous en conseille très vivement la lecture. Il traite principalement des mythes des Kélabites et des Kadazan de toute la région malaise de Bornéo. Pour tout ce qui concerne la région indonésienne, si vous souhaitez en connaître un peu plus sur les mythes de création, je vous conseille la lecture du livre « Monde, mythes et images de l'univers » de Guillaume Duprat et Leïla Haddad, paru aux éditions Seuil en 2006. Il s'agit d'un magnifique ouvrage présentant les mythes et créations à travers le monde et accompagné de sublimes dessins permettant de visualiser plus aisément ces mondes. Vous pourrez découvrir le monde en forme de poire de Christophe Colomb ou la Terre creuse formée de plein de sphères de Halley. Vous pouvez aussi découvrir le monde des Minangkabaos, un peuple indonésien. Un monde conçu avec 7 ciels, tel un palais qui surplombe une terre plate, reposant sur les cornes d'un buffle lui-même juché sur l'œuf primordial, en équilibre sur le dos d'un poisson géant, qui nage dans l'océan infini sous lequel se trouve l'espace vide et noir. Dans ce monde assez unique et original, il arrive qu'un insecte vienne piquer le buffle qui s'agite alors, engendrant des tremblements de terre, qui malheureusement sont si fréquents dans cette région du monde. Si vous avez des enfants, vous pouvez opter pour une version plus ludique et plus petite du livre, qui s'appelle Le Livre des Terres Imaginées, toujours de Guillaume Duprat et aux éditions Seuil. Voilà, c'est tout pour les mythes et légendes de Bornéo pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute et je vous propose de retrouver Fabien Delorme le 8 novembre pour un nouveau numéro de Relevé de compteur. Quant à moi, je vous retrouverai en décembre pour de belles histoires.